Moi, je dirais que, bien sûr, en éducation au développement durable, on peut développer l'esprit critique, mais tout à fait, absolument. Sauf que il y a une limite là. On est contraint dans un cadre de référence dans la visée du développement durable. Et ce qu'on observe, c'est qu'on va inviter à développer le regard critique sur les réalités, mais à condition de ne pas remettre en question ce cadre de référence et qui est pourtant éminemment problématique quand on considère, par exemple, que dans la conception, dans la visée du développement durable, on a les trois sphères là, de l'économie, l'environnement, la société. Eh ben, on désocialise l'économie. Euh, et puis l'environnement est restreint à un ensemble de ressources qu'il ne faut pas épuiser justement pour éviter la rupture des stocks. Et ben la société est finalement restreinte à un ensemble de producteurs et consommateurs. Donc, mais cette vision du monde, du développement durable, des discours et pratiques, ça, par contre, on ne le remet pas en question. Alors que en éducation relative à l'environnement, on n'a pas, on n'a pas au point de départ un but. En éducation au développement durable, le développement durable est un but. En éducation relative à l'environnement n'est pas un but. L'environnement est un pôle d'interaction à la base du développement personnel et social. Et quand on pense à l'environnement, on pense à l'ensemble des questions socio-écologiques. Et quand on invite au développement de la pensée critique, on l'associe étroitement à l'idée d'une critique sociale. Et ici, justement, on va aller déconstruire les fondements, les pris pour acquis. Alors, bien sûr, développement durable, on va le mettre à distance critique et on va le contraster avec d'autres positions alternatives, comme par exemple l'écosocialisme, l'écologie sociale, la décroissance, le buen vivir ou vivir bien des populations autochtones d'Amérique latine, Ubuntu d'Afrique du Sud. Donc, en fait, je pense que l'éducation relative à l'environnement, à partir du moment où on spécifie ce qu'on entend par environnement et c'est-à-dire l'ensemble des réalités socio-écologiques de ce monde vivant dans lequel on s'insère et aussi à partir du moment où on conçoit que l'éducation relative à l'environnement est une éducation au rapport à l'environnement, ben, à ce moment-là, on se questionne sur mais où s'en va-t-on et pourquoi et quel type de relation veut-on favoriser, améliorer et sans se mettre d'emblée un moule à penser, un cadre de référence qui ne serait pas remis en question. Alors, ça répond un peu à cette question. Est-ce que l'éducation au développement durable, pour le développement durable, invite davantage à la pensée systémique que l'éducation relative à l'environnement? Mais clairement, je dirais non. La pensée systémique n'est pas le propre de l'éducation au développement durable. Et quand on considère l'éducation relative à l'environnement comme cette dimension de l'éducation qui s'intéresse au rapport personnel et social à l'environnement, et si on considère que toutes les questions de santé, de paix, de justice, d'économie font partie intrinsèque de ce rapport à cette maison de vie partagée dans lequel on s'insère tous, eh bien, je ne vois pas quel aspect de cette réalité humaine sur Terre, l'éducation relative à l'environnement ne prendrait pas en compte. Et puis par ailleurs, il faut bien se rendre compte que la pensée systémique est une façon d'appréhender les choses, nous amène à une épistémologie rationaliste. Or, pour entrer en contact avec les réalités, il y a d'autres modes d'appréhension du monde que la pensée systémique
comme bon la démarche expérientielle, intuitive, artistique, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus voir la pensée systémique comme une panacée pour construire le savoir et pour enrichir toutes les dimensions du rapport au monde. On se demande si l'imposition du développement durable, cette injonction-là, induit pas une certaine forme de colonisation des esprits. Alors, personnellement, je ne me suis jamais sentie obligée d'annoncer une posture de développement durable pour obtenir quelques subventions que ce soit, ou encore pour être entendue. Je pense qu'il faut apprendre à faire ailleurs également. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le mouvement citoyen et dans le langage des mouvements de résistance citoyens, on ne retrouve pas ici en tout cas, le cadre de référence du développement durable, sinon quand on doit interpeller l'univers politico-économique et que on adopte leur langage. Mais ça n'est pas, c'est un langage qui peut ouvrir une communication, mais en aucun cas, je veux dire, il s'agit de laisser croire que c'est le cadre de référence. Nous, le langage qu'on aime bien utiliser est celui de l'éco-citoyenneté. Euh, Quand on veut mettre en évidence la dimension sociale, collective, politique du rapport à l'environnement, le concept d'éco-citoyenneté, pour nous, est très porteur, fait référence au fait d'apprendre à vivre ici, ensemble, dans une démocratie pas uniquement représentative, mais une démocratie participative et même active. On entend souvent effectivement cet argument que finalement on veut tous la même chose et que on ne doit pas perdre notre temps à s'attarder sur les mots. Euh, Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Nous sommes en éducation. Je pense que de travailler sur la signification des mots est très important. Les mots, pardon, sont des moules à penser et il faut bien s'en rendre compte. Et c'est installé avec le développement durable une espèce de novlangue qui est utilisée tous azimuts. On va parler de repas durable à l'école, de consommation durable, de changement durable. C'est l'oxymoron par excellence. Et je pense qu'il faut apprendre à ne pas s'enfermer dans ce langage et ce vocabulaire étroit. La- Si en fait on doit apprécier l'un des apports de la proposition du développement durable dans notre société et en éducation, ben je pense que on peut considérer que le développement durable est une proposition, une stratégie qui a permis euh, au milieu des années 80 d'ouvrir un canal de communication entre le monde de l'environnement et le monde de l'économie. Alors, c'était une stratégie pour intéresser le monde des affaires, de l'entreprise, aux questions environnementales, avec l'argument il ne fallait surtout pas épuiser les ressources et se retrouver avec une rupture de stock. Et aussi, il fallait s'assurer que les employés dans les usines et que les citoyens consommateurs se retrouvaient à l'aise quand même, malgré tout, dans le mode de développement auquel ils contribuent, en souhaitant que tout ça, de façon jovialiste, soit durable. Alors, je pense que ça a quand même ouvert une fenêtre chez certains acteurs sociaux vers les questions d'environnement et des questions de société. Alors, ça, on peut l'apprécier. Je pense que en tant que phénomène de société, il est important de former au développement durable.
Donc, former à ce phénomène de société, inviter à réfléchir sur ce phénomène de société et aussi reconnaître que les 16 principes du développement durable qui font partie de notre loi québécoise ben, sont utiles. Le principe de précaution, de subsidiarité et autres principes sont des principes fort utiles quand il est question d'éco-gestion ou d'éco-responsabilité. Si on remarquez qu'on pourrait très bien utiliser ce vocabulaire-là plutôt que celui de développement durable. Mais en fait, je pense que c'est important d'apprendre à parler ce langage-là parce que c'est un langage ambiant. Alors, on apprend à le parler tout en conservant la distance critique quand on tente nous-mêmes là, de se doter d'un cadre de référence et d'en parler entre nous. Sauf qu'il y a une méprise fondamentale quand on en fait un projet de société, et encore pire, quand on en fait un projet éducatif. Je pense que le développement durable, c'est un projet de certaines grandes personnes dans certains milieux et que les enfants et les jeunes en ont pas besoin pour imaginer, rêver et construire le monde qui sera le sien, de leur.